C'est toujours un plaisir de pouvoir parler sport avec le grand connaisseur. En tout cas, pour moi, c'est le plus grand des connaisseurs, le Carbonneau. Bonjour! Bon, mais on lance les fleurs en fin d'année 2022, c'est merveilleux. Merci, Marielle. Bon matin. Écoute, je me sens privilégié. Je prends la place de maître Souci aujourd'hui. Je vais en profiter. Profitez-en, très cher. Profitez-en. Vous avez quelques minutes avec nous. Non, mais on peut pas faire venir Luc Carbonneau sans parler de l'Everest parce que, bon, t'es le chef des communications pour l'Everest. Puis, il s'est passé beaucoup de choses pour l'Everest en fin d'année. Entre autres, il y a eu des transactions. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ces transactions-là? Oui, en fait, Simon Labrec a décidé de brasser ses cartes pour la deuxième moitié de saison. Tout d'abord, lors du dernier match qui a dû jouer en raison de la température qui était prévue le 23 décembre dernier, l'Everest qui a transigé donc l'attaquant Félix Gagnon ainsi que le défenseur Mathieu Carbonneau en retour de 3 joueurs des Prédateurs de Joliette. Donc, on parle ici de Frédéric Grenon, William Côté ainsi que Samuel Dumont. On est allé chercher 3 attaquants de 18 ans au sein de l'Everest. C'est peut-être un petit manque à gagner au sein de l'organisation. On sait qu'il manque, si on veut, un palier de joueurs de 18 ans, ce qui n'est pas le cas au niveau de la tranche de 17 et 19 ans. Donc, c'est un peu un compromis à faire pour avoir une équipe bien équilibrée. Et c'est la décision que Simon Labrec a prise là-dessus. C'était une transaction un peu difficile parce que du côté de Félix Gagnon, il était grandement apprécié au sein de la formation. Même chose avec Mathieu Carbonneau, qui était un bon défenseur en devenir. Mais quand tu veux avoir quelque chose, malheureusement, dans la vie, c'est comme une stoichiométrie en chimie. Tu n'as pas le choix de donner pour recevoir. Fait que c'est un peu ce que Simon Labrec a fait. Frédéric Grenon qui va se joindre à l'équipe dès la reprise des activités à compter du 4 janvier prochain. Ce qui est intéressant également, et c'est le grand pari du côté de Simon Labrec, c'est qu'il y a un attaquant là-dedans, donc William Dumont, qui joue présentement dans les USHL Premier, qui est en fait une genre de division 2 de hockey junior aux États-Unis. C'est le joueur qu'on veut tenter d'attirer l'an prochain dans la transaction qui fera en sorte qu'il serait vraiment très compétitif. L'Everest serait vraiment très compétitif l'an prochain. On parle d'un joueur qui a de très bonnes mains, qui a déjà plus d'une moyenne de 1 point par match dans la PHL. Donc, ça va être vraiment un élément très important de la transaction. Il y a également un jeune de la région avec William Côté qui est, bon, je dis de la région, mais qui fait partie un peu du territoire que couvre l'Everest là, avec le Bas-Saint-Laurent, donc qui évolue présentement avec les pionniers du cégep de Rimouski en Division 2. Donc, Simon Labrec a bougé. C'était sa première de ces 2 transactions qu'il a effectuées au cours de la pause des fêtes. Mais ce joueur qui est aux États-Unis présentement, est-ce qu'il a fait connaître son désir de venir jouer ici au Québec? Il y a un intérêt, effectivement, à venir jouer ici. C'est un ancien également de la filiale du Blizzard du Séminaire Saint-François dans la Ligue de hockey M18 3A. Donc, on voudrait ainsi perpétuer également un peu ce que Jacob Lavallée, Alex Labbé et Xavier Perrault, d'anciens joueurs de l'Everest de la Côte-Sud, sont venus jouer avec l'organisation. On sait qu'également, on connaît très bien certains responsables du Blizzard du Séminaire Saint-François. Donc, on veut vraiment faire sentir aux jeunes qu'ils seraient le bienvenu, qu'ils ne seraient pas en terrain inconnu également, qu'il y a déjà de très bons joueurs du Blizzard qui sont passés par ici avant de se rendre en Europe ou dans des divisions autres au niveau des États-Unis. Donc, à ce point de vue-là, on essaie de convaincre le jeune, mais c'est clair qu'il y a un intérêt. Donc, si j'ai bien compris, Frédéric Grenon, il va être possible de le voir à l'œuvre dès la semaine prochaine. Oui, exactement. Dès le 4 janvier, alors que l'Everest va se rendre du côté de Saint-Jérôme pour y affronter les Panthères. C'est vraiment une lutte là, pour la 4e position. L'Everest qui est à 3 points de la formation des Laurentides. Et en plus, avec 4 matchs en main sur la troupe de Saint-Jérôme. Donc vraiment, pour Simon Labrec, l'opportunité d'intégrer le top 4, elle est vraiment là. Et transaction qui a été également effectuée cette semaine, le 27 décembre. L'Everest qui s'est départi de Jérémy Bourdeau ainsi que de William Robitaille contre l'attaquant Xavier Borgia qui vient de Shawinigan. Le premier choix en 2023 du Phoenix de Montréal, le deuxième choix de 2023 des Flames de Gatineau ainsi que 2 choix conditionnels de 5e ronde en 2023 de Gatineau et également de 4e ronde de Gatineau en 2024. Donc, c'est un joueur impressionnant là, qui risque de s'en venir. On parle d'un attaquant qui va être sensiblement identique à Jérémy Bourdeau et également qui va faire en sorte... En fait, c'est qu'on va chercher des munitions également pour l'an prochain. C'est vraiment de préparer la table, de ne pas briser, si on veut, la stabilité, la chimie de l'équipe actuellement, puis de s'arranger pour qu'elle soit très compétitive d'ici la fin de la saison, mais également qu'elle soit compétitive surtout l'an prochain. Parce que, pour vous donner un exemple, les Combats de Terrebonne qui mènent la Ligue et qui ont seulement 2 défaites depuis le début de la saison en 30 quelques rencontres,
sont sur une séquence de 16 victoires consécutives. C'est considéré comme l'une des 3 meilleures formations au Canada dans ce qu'on appelle le Power Ranking là, en anglais. Donc, vraiment, les Cobras de Terrebonne qui sont définitivement une machine de hockey qui commence à faire même craindre les autres formations dans les autres circuits de la Ligue de hockey junior du Canada. Donc, vraiment une grosse semaine là, qui s'en vient pour l'Everest avec tous les changements en plus. Là, ouais. Ça bouge pas mal. Exactement. Du côté maintenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, entre autres, il y a des joueurs qui sont du côté des Maritimes. Oui, en fait, effectivement, je ne sais pas si c'est qu'on parle du championnat du monde de hockey junior. Allons-y. Oui, allons-y. Oui. Donc, le Canada qui jouait hier et qui a écrasé sans surprise l'Autriche qui... Sans surprise quand même, ça a pris un bon bout de temps, la première période avant que ça commence à bouger. Bon, OK, pardon, c'est vrai. Au Canada, quand ça prend 13 minutes pour marquer 3 buts face à une formation qui est quasiment dans le 2e tiers mondial, ça rend la chose compliquée un peu, donc on panique un peu rapidement. Donc, le Canada qui a dû patienter la deuxième moitié de première période pour ouvrir la machine, et bien entendu, Connor Bedard qui littéralement en train de faire en sorte de dissiper tous les doutes qu'il pouvait y avoir entre lui et Adam Fantinelli pour le premier choix au repêchage l'an prochain. Laissez-moi vous dire que Connor Bedard connaît tout un tournoi. Encore une fois, soirée de 7 points hier contre l'Autriche. Égalé le record de Jordan Eberle pour plus de points pour un joueur avant l'âge de 17 ans. C'est vraiment un joueur qui est tout simplement sensationnel à voir aller, qui a quand même de très belles mains, très belles feintes. J'aime peut-être pas des fois qu'on peut... un petit peu un jeu, peut-être parfois juste un petit soupçon. Tu sais, quand tu veux mettre du sucre un peu sur un gâteau, mais en métaux, là, parfois, ils saupoudrent un peu trop ça de façon individuelle, mais c'est un joueur qui a tellement une belle vision de jeu. Les Blackhawks ou les Coyotes là, vont être vraiment... Bon, on sait que les Blackhawks ne font surtout pas exprès de perdre là, depuis le début de la saison, depuis les transactions durant l'été passé. Mais on s'entend que l'équipe qui va mettre la main sur Connor Bedard va être vraiment très chanceuse. Et pour le Canada, ça fait du bien un peu parce que contre l'Allemagne, ça n'a pas été facile. Oui, ça a été une victoire de 11-2. Mais on va se le dire, si ça n'avait pas été de la pénalité de 5 minutes là, et d'expulsion de match d'un joueur allemand, je suis loin d'être convaincu que ça aurait fini par ce pointage-là. Le Canada qui avait marqué 3 buts lors de la pénalité majeure de 5 minutes en fin de première période. Et on ne parlera même pas du match contre la Tchéquie, où est-ce que le Canada s'est amusé plutôt à faire les Harlem Globetrotters en tentant des feintes à la crosse. Comme dirait mon ami Gaétan Hugues Boivin, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère pour manger de la crème glacée, puis ça leur a coulé en pleine face, parce qu'honnêtement, contre la Tchéquie, c'était complètement affreux. Je veux dire, c'est pas parce que tu as une formation qui est composée de plein d'espoirs de la Ligue nationale de hockey qui ont été repêchés que ça veut dire pour autant qu'il faut que ça soit une partie comme dans le parc. J'espère que les joueurs ont compris le message, parce que face à une formation de la Tchéquie qui a 15 joueurs qui ne sont pas repêchés au sein de la formation, je m'attendais à peut-être à ce qu'on prenne un peu plus de sérieux l'adversaire, surtout qu'on sait que la Tchéquie semble vraiment sur 2 bonnes années de développement au cours de 2021 et 2022. Mais on peut quand même dire que l'équipe Canada sait reconnaître les opportunités et les utiliser. Là. Oui, ils l'ont bien fait. Là. La question maintenant reste à savoir demain. Le 31 décembre, dernier match de la ronde préliminaire contre la Suède. Ça va déterminer si le Canada passe en phase éliminatoire comme première tête de série ou encore comme deuxième ou troisième. La Tchéquie qui est 2-0-1-0. On sait qu'au championnat du monde junior, une victoire donne 3 points. Si on s'en va en prolongation, c'est 2 points pour une victoire et 1 point pour une défaite en prolongation ou en tir de barrage. Alors, le Canada qui a une opportunité, tout comme la Suède, de l'emporter. Si le Canada devait remporter en temps réglementaire contre la Suède, à ce moment-là, le Canada passerait devant la Suède et pourrait possiblement affronter soit les États-Unis en quart de finale ou encore la Suisse, ça reste à déterminer. Mais disons que le Canada, si la troupe canadienne veut se donner une bonne marge de manœuvre, ça va prendre absolument une victoire contre la Suède samedi après-midi. Voyons, samedi en début de soirée. La Suède, ça va quand même bien pour eux, là? Oui, la Suède qui a été en mesure de remporter ces 3 matchs de la ronde préliminaire. Donc, vraiment, une formation... Ben, en fait, les Suédois, c'est pas compliqué. L'équipe fait toujours très bien en ronde préliminaire. Je pense que seulement il y a 2 ans où est-ce que ça a été un petit peu plus compliqué, où est-ce qu'on avait perdu pour la première fois en 44 matchs en ronde préliminaire. Sans quoi, c'est vraiment une formation qui a de très bonnes bases année après année, puis qui est toujours en mesure là, de se sortir de la ronde de groupe relativement très bien. Pour les Suédois, c'est toute une commande quand même. On sait que, ironiquement, l'équipe qui termine 3e pourrait se retrouver dans une situation favorable parce que
Disons que de l'autre côté, il y a la Slovaquie, la Suisse, qui font en sorte qu'ils sont allés remporter des matchs. Les Slovaques qui ont complètement surpris les Américains, d'ailleurs, en début de semaine. Donc, vraiment, là, c'est possiblement le championnat du monde junior, je vous dirais, dans les 20 dernières années, où est-ce que les cartes sont pas mal brassées, où est-ce que, disons que les têtes dominantes que l'on croyait ne sont peut-être pas aussi dominantes que prévu. Donc, il y a des possibilités pour presque tout le monde, là. Oui, à l'exception de la Lettonie et de l'Autriche, là, ça risque de jouer au différentiel. L'Allemagne qui a marqué 2 buts contre le Canada, là, c'est fort à parier qu'à le match de relégation, souvent c'est une série de 3, risque d'opposer l'Autriche ainsi que la Lettonie. Ça serait très intéressant de voir. On sait que l'Autriche est sur une bonne vague de développement au cours des dernières années. Même chose du côté de la Lettonie, où est-ce qu'on sent que la structure hockey à l'interne devient très intéressante. C'est la Norvège qui prendra la place là, en 2023-2024 de l'équipe qui perdra la série de relégation entre la Lettonie et possiblement l'Autriche à compter du début de janvier. Du côté de l'équipe Canada, on parle beaucoup de Connor Bedard, bien sûr, mais il y a d'autres joueurs là, qui sont quand même intéressants et qui travaillent bien. Oui, disons-le. Shane Wright également, qui a été cédé par le Kraken de Seattle pour l'instant du tournoi. Logan Stankoven, qui fait extrêmement bien, qui apporte un bon jeu physique également. Et ça paraît beaucoup, ça donne beaucoup d'espace avec Connor Bedard. Également Joshua Roy, qui a été complimenté et encensé par Connor Bedard, notamment parce qu'il a joué également lors du dernier championnat du monde qui a eu lieu en août à Edmonton. Donc vraiment, il y a plusieurs joueurs qui font très bien. En défensive également, le nom Brandon Clark qui revient régulièrement. C'est sûr que devant le filet, ça a été beaucoup plus difficile avec Benjamin Gaudreau. On sait que du côté de l'équipe Canada, on a une petite faiblesse pour les joueurs qui ont fait l'équipe de M18 dans le passé. Et on tente de les ramener. Et Benjamin Gaudreau, qui avec une saison complètement désastreuse, là, avec une moyenne d'efficacité en bas de 900 cette saison, c'est encore à se demander comment est-ce que le gardien de la Ligue de l'Ontario a pu être invité sans rien lui enlever. Disons que William Rousseau aurait facilement pu être vraiment le deuxième ou troisième gardien de l'équipe Canada lors de ce championnat du monde. Il y a aussi un joueur des Remparts qui fait partie de l'équipe Canada, c'est Nathan Gaucher. Ouais. Et présentement, les Remparts réagissent très bien. Là, je vais vous dire bien franchement, en ce moment, les Remparts ne s'ennuient pas de Nathan Gaucher. C'est pas parce qu'il n'est pas bon, c'est parce que tout simplement, M. Roy a fait de l'excellent travail. Oui, absolument. Il y a eu la transaction qui avait été annoncée au mois de septembre, qui a été confirmée au mois de décembre, l'acquisition du fils de Stéphane Robida, Justin Robida, qui a joué avec les Cantonniers de Magog dans la M18-3A, qui est maintenant rendu avec les Remparts. Les Remparts qui ont également transigé avec les Saguenay de Chicoutimi pour échanger notamment le défenseur Édouard Carrier pour aller chercher Jérémy Langlois à la ligne bleue. On a rajouté beaucoup de poids. Je vais vous dire bien franchement, là, les Remparts sont vraiment équipés pour les séries éliminatoires et Nathan Gaucher, lui, peut avoir vraiment la tête à se concentrer au championnat du monde junior. Mais disons que Patrick Roy a préparé très bien sa formation pour le retour des fêtes. Et même avant le retour des fêtes, ça commence à être une razzia assez solide, merci, là, face aux autres formations de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Donc, demain, un autre match des Remparts du côté de Québec pour ceux et celles que ça intéresse. Les matchs du temps des fêtes, c'est toujours très, très populaire. Parce que justement, on a le temps d'y aller. Moi, je me rappelle, là, les Nordiques de Québec, à chaque année, on y allait en famille, la famille au complet, on se donnait rendez-vous. Bien, il y avait le fameux entraînement aussi, ouais. là, la pratique qu'on disait là, des Nordiques. Là, c'est vraiment un moment idéal pour profiter du hockey quand il y en a. Évidemment. Et c'est surtout souvent, ce sont des matchs en après-midi, justement, oui, pour faire plaisir aux familles également, avoir plus d'enfants également. Ah oui, ça, c'est bien agréable. Rapidement, on peut peut-être parler du Canadien de Montréal qui est en voyage présentement. Écoute, le Canadien qui est en voyage, qui est à l'étranger, donc après un duo floridien, Tampa, on va dire Fort Lauderdale, parce que l'aréna, le BT&T Center est situé à Fort Lauderdale, en Sunrise. Le Canadien qui, de belle façon, s'est incliné face au Lightning de Tampa Bay et aux Panthers de la Floride. Les chances de Connor Bedard pour les plus envieux sont encore en vue pour le Canadien. Il faut dire qu'également avec les Panthers, le choix de première ronde qui n'est pas protégé rend les choses intéressantes. Du côté du Canadien, c'est pas compliqué. L'avenue de Justin Byron fait en sorte qu'on va pouvoir enfin donner du temps de glace aux jeunes défenseurs à la place de Chris Wideman. Qui est un défenseur qui est expérimenté, mais qui n'apporte pas grand-chose au sein de la formation. Donc, vraiment, l'avenir de Justin Byron fait en sorte qu'il y a 5 recrues à la défensive chez le Canadien. Ça paraît bien entendu lorsque vous avez des formations qui ont vraiment l'artillerie lourde en offensive, avec notamment des Mathieu Tkachuk et Alexander Barkov, qui, soit dit en passant,
a toujours bien joué contre le Canadien. Montréal qui se remonte tranquillement à la côte Est, qui s'en va dans le district de Columbia pour y affronter les Capitals de Washington avant de revenir sur ses pas après le jour de l'an pour s'en aller dans la ville du country pour y affronter les Prédateurs de Nashville. Wow, ça bouge du côté du Canadien. Donc, et rapidement, très, très rapidement, les Bruins de Boston, tu me dis, l'une des plus âgées, mais les plus efficaces parmi les équipes. Effectivement, Marie-Ève. Patrice Bergeron, David Krejci, vous aurez compris le principe. Vraiment, les Bruins de Boston qui sont une équipe très vieillissante. Bon, Zdeno Chara qui est parti il y a de cela quelques années. Les Bruins de Boston ont seulement 4 défaites à la réglementaire depuis le début de la saison. C'est la formation de l'heure dans la Ligue nationale de hockey. Et soyez pas surpris, là. Les Bruins de Boston, moi personnellement, avant le début de la saison, je ne m'attendais pas du tout à ça, à ce qu'elle soit aussi compétitive, alors que Krejci a passé l'an passé dans la Ligue tchèque. Et finalement, c'est tout le contraire. On sent vraiment une bonne répartition en attaque qui est très équilibrée. Il y a plus de 7 joueurs qui ont déjà 20 points ou plus cette saison pour la formation de Boston. Donc, vraiment, les Bruins seront surveillés dans la deuxième moitié et surtout pour les séries éliminatoires qui mènent la division de l'Atlantique. Et c'est déjà tout pour nous. Luc Carbonneau, merci beaucoup. Bonne fin d'année et surtout, on se retrouve l'année prochaine parce que je vais avoir besoin de vous pour me parler de hockey encore. Avec grand plaisir, Marie-Ève. Je souhaite bonne année à tout le monde, la santé et surtout profiter de chaque instant. Merci.